À la une de l'actualité ce soir, une croissance de 7,1 dans l'espace UEMOA pour 2016. Les indicateurs ne sont pas pour autant alarmants. De l'avis des ministres en charge de l'économie et des finances de l'Union réunis depuis ce matin à Ouagadougou. À l'occasion, ils vont passer en revue le nouveau modèle de tarification des prêts de la BOAD. On en parle dans ce journal. Et puis les États-Unis d'Amérique apportent du soutien au Burkina Faso pour renforcer sa sécurité intérieure. Le pays de l'oncle Sam octroie en effet une aide de 2 milliards de francs CFA qui vont servir à renforcer les actions de défense et de sécurité. Et pas seulement, l'aide est aussi destinée aux gardes de sécurité pénitentiaire. Le film de la signature de convention dans cette édition. Faire pleuvoir toute l'année au Burkina Faso, c'est possible selon un jeune savant qui vient de présenter ce 23 septembre sa trouvaille. Quel est le principe fondateur de sa découverte et comment fonctionne-t-elle? Élément de réponse dans ce journal. Et puis notre invité est le ministre en charge de l'agriculture et des aménagements hydrauliques. Monsieur Jacob Ouedraogo vient nous parler de la campagne agricole 2016-2017. Ce sont là les titres de votre 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, le président du Parlement panafricain est arrivé cet après-midi à Ouagadougou. Il vient prendre part à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale du Burkina. Roger Kodo Ndang est accompagné d'une délégation de parlementaires africains. Moukoun Dabiré était à sa descente d'avion. Il est 16h lorsque l'avion du président du Parlement panafricain s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. À sa descente d'avion, Roger Kodo Ndang est accueilli par le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Salif Diallo. L'hôte du jour dit être venu féliciter Salif Diallo pour son élection et apporter le soutien de son institution au peuple burkinabé. Le Burkina Faso est le père fondateur du Parlement panafricain. C'est un parlement qui a quasiment été dirigé dans la plupart de ses commissions par la délégation du Burkina Faso. Et le Burkina Faso n'a jamais manqué une seule session du Parlement. Et je suis donc ici aujourd'hui pour les retrouvailles et également pour répondre à l'invitation de mon aîné, ce qui est l'appel de mon aîné à venir ici au pays, parce que c'est mon pays aussi ici. Roger Kodo Ndang prendra part à la deuxième session parlementaire qui s'ouvre le 28 septembre prochain à 16h. Laquelle sera consacrée à l'analyse du budget de l'année 2017. Pour cette session budgétaire, il est annoncé l'arrivée de plusieurs autres chefs de parlement des pays amis dans les heures à venir. On reste dans les couloirs de l'Assemblée nationale pour évoquer cet atelier à l'intention des députés de la Commission de la décentralisation et du développement local de l'Assemblée nationale. C'est une formation organisée par le NDI, le National Democratic Institute, et destinée à les outiller. On en parle avec Oumou Sissé. La gouvernance locale, une préoccupation majeure pour les membres du réseau parlementaire sur la décentralisation et le développement. Réunis à Ouagadougou, ces députés veulent partager leurs expériences en vue de trouver des voies et moyens pour booster le développement à la base. Aujourd'hui, nous sommes avec le réseau décentralisation et développement local qui a jugé utile de se mettre à niveau et de préparer sa contribution à l'élaboration des nouvelles stratégies et référentiels. Cet atelier fait partie d'un programme que le NDI met en œuvre avec l'appui de l'USAID depuis quelques mois déjà et qui concerne, comme le vice-président l'a annoncé, des commissions mais également des réseaux du Parlement. Cette formation vise le renforcement des capacités de l'Assemblée nationale dans ses fonctions de législation. Elle constitue un levier indispensable qui contribuera à accroître les connaissances des parlementaires dans la mise en œuvre des actions de développement. Il s'agit de voir comment les députés, en leur qualité de législateurs et de leur rôle de suivi de l'action gouvernementale, comment juger, comment analyser, comment participer à l'évaluation de la politique de décentralisation. Les élus entendent ainsi soutenir le processus de gouvernance locale. Pendant 3 jours, les participants vont échanger autour du thème « Décentralisation et gouvernance locale ».
Dans l'actualité ce soir, l'avenir de l'UEMOA se discute à Ouagadougou. Ce sont les ministres en charge de l'économie et des finances des États membres de l'Union qui mènent la réflexion. À l'occasion, ils vont passer en revue la situation économique dans l'espace communautaire, le nouveau modèle de tarification des prêts de la BOAD et la croissance de 7,1 en 2016 sera également au centre des échanges. On fait le point avec Souleymane Sanou et Aboubakar Sagnon. Autour de la table de cette troisième session du Conseil des ministres de l'UEMOA, les premiers responsables de la BCEAO, de l'UEMOA, de la BOAD et les ministres de l'économie des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les réflexions et les échanges portent essentiellement sur l'activité économique de l'espace communautaire, dont le rythme de croissance est estimé à 7,1% en 2016. Au titre de la BCEAO, nous examinerons le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Union au 30 juin 2016. Notre Conseil s'appuiera sur l'évolution récente et les perspectives économiques de l'Union qui y sont décrites pour décider des mesures appropriées visant la consolidation des acquis et l'accélération du rythme de progression de l'activité économique dans les États membres de l'Union. Au titre de la Banque ouest-africaine de développement, il sera porté à la connaissance du Conseil les dossiers relatifs à la mise en œuvre du nouveau modèle de tarification de ces prêts, ainsi que les directives générales pour l'actualisation des perspectives financières 2016-2020 et la préparation de son budget programme 2017-2019. Au titre de la Commission de l'UEMOA, le premier point inscrit à l'ordre du jour de la Commission est l'un des 2 projets. Il est relatif à l'achèvement du complexe administratif de Ouaga 2000. Le Conseil des ministres de l'UEMOA devra donner son avis dans le cadre d'un conflit entre l'OHADA et l'UEMOA et sur la rationalisation des organes et l'efficience des dépenses de fonctionnement de l'UEMOA. Le Conseil examinera 2 rapports de la Cour des comptes de l'Union. Il se penchera également sur les comptes de l'exercice 2015 du Conseil régional de l'épargne publique des marchés financiers. Et puis pour la sécurité du Burkina, les États-Unis d'Amérique mettent à la disposition du pays environ 2 milliards de francs CFA. Une aide qui va servir à renforcer les actions de défense et de sécurité. Mais pas seulement. L'aide est aussi destinée aux gardes de sécurité pénitentiaire. La signature de convention est intervenue ce lundi à Ouagadougou en présence de Urbain Benito Somé et de Nyarki Teda. Bientôt, une police de proximité nouvelle version au Burkina. Son avènement passe en partie par cet accord paraphé entre l'ambassadeur des États-Unis au Burkina et le ministre burkinabé en charge de la sécurité intérieure. D'un montant d'environ 2 milliards de francs CFA, l'accord permettra de prendre en compte tous les paramètres visant à sécuriser les Burkinabés. Vraiment, ce financement vient à point nommé. Nous sommes en train de vouloir implémenter une nouvelle vision de la police de proximité. Voilà que par leur action, ils ont permis à 5 policiers d'être aujourd'hui au Ghana pour participer à une formation sur la police de proximité. Alors, ce texte sur la police de proximité va être très bientôt adopté par le Conseil des ministres, sa nouvelle version, pour prendre en considération ce que nous appelons les ILC, les initiatives locales de sécurité. L'accord intègre également le volet droits humains et le milieu pénitentiaire avec comme philosophie protéger efficacement les populations tout en veillant au respect strict des droits de l'homme. C'est de voir comment les forces de sécurité peuvent continuer à encadrer leur population tout en respectant bien sûr les droits humains et aussi continuer à sécuriser leurs frontières en dedans du pays. Pour le diplomate américain, cet accord s'inscrit dans la formule traditionnelle de coopération des États-Unis, à savoir les 3D, diplomatie, développement et défense. Et ce programme est une suite de la lettre signée en 2009 entre son pays et le Burkina. Toujours pour aider les forces de défense et de sécurité du Burkina, un nouveau projet de lutte contre le terrorisme vient de voir le jour. Il s'agit du projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure au Burkina. Il sera piloté par le ministère en charge de la sécurité intérieure et financé en partie par l'Union européenne.
Le projet se chargera en priorité de la gestion des crises et conflits, mais aussi au renforcement de la sécurité dans le pays. Il va coûter 3 milliards de francs CFA. Mounira Kéré, Nongbakuda. Les responsables de la sécurité intérieure du Burkina et une délégation de l'Union européenne se concertent sur les grandes orientations du projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure au Burkina. C'est un projet qui sera financé par l'Union européenne à hauteur de 3 milliards de francs CFA en vue d'accompagner le Burkina dans la sécurisation de son territoire et dans la lutte contre le terrorisme. Ce projet, il répond à une demande des plus hautes autorités du Burkina Faso adressée à l'Union européenne. Cette réunion de cadrage aujourd'hui est l'occasion de bien préparer les actions, le plan d'action qui va être mis en œuvre grâce à ce soutien pour essayer de renforcer la sécurité, pour contribuer au renforcement de la sécurité intérieure au Burkina Faso. La mise en œuvre du projet doit durer 18 mois, une période durant laquelle les forces de sécurité intérieure du Burkina verront leur capacité se renforcer à travers des formations et des équipements. Ce projet qui vise à renforcer les capacités et l'amélioration de la capacité de réponse aux menaces de type sécuritaire, l'équipement des forces de défense et de sécurité, la formation des unités spéciales d'intervention, la coordination et la gestion des crises et la gestion des renseignements généraux et les secours médicaux. À terme, ce projet devrait permettre au Burkina de disposer d'un système de gestion des crises plus performant et d'être plus apte à lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. Autre actualité dans ce journal, à partir de la mi-octobre 2016, la Société des fibres textiles du Burkina, Sofitex, va lancer officiellement la campagne de collecte et d'égrainage du coton. Mais avant, il faut préparer la campagne. Et le jeudi 22 septembre dernier, la Sofitex a convié ses partenaires à un atelier de réflexion pour discuter de l'amélioration du coton, de sa transparence et de son transport. Explication sur place à Bobo Dioulasso avec Drissa Traoré et Moumouni Baro. Dans quelques semaines seulement, la Sofitex va entrer dans la phase de la collecte, du transport et de l'égrainage du coton-graine. L'entreprise s'est donc fixé un objectif de réussir la commercialisation primaire du coton qui constitue une phase décisive aussi bien pour les producteurs que pour la Sofitex et ses partenaires. Nous avons donc retenu le 15 octobre pour le démarrage donc de nos usines. Et il faut que les producteurs aient commencé donc la récolte du coton-graine et que le coton soit transporté efficacement à la bonne cadence au niveau donc de nos usines. Parce que s'il n'y a pas de coton, nous ne pourrons pas démarrer les usines. Pour ne pas en arriver là, les acteurs clés sont réunis pour 3 jours afin de réfléchir pour mieux s'organiser. À l'occasion, les approches novatrices et efficaces seront proposées aux producteurs pour les rendre plus performants. Nous avons prévu d'échanger avec les différents participants sur deux thèmes, 2 panels, à savoir la gestion client, également une application intégrée au niveau de la Sofitex, développée par la Sofitex, intitulée Application intégrée coton, qui permet de gérer toutes les activités, aussi bien de la campagne agricole que de la campagne de commercialisation. Au dire du directeur général de la Sofitex, les premières estimations pour cette campagne 2016-2017 placeraient d'ores et déjà le Burkina Faso au premier rang des pays producteurs du coton d'Afrique au sud du Sahara, avec près de 750 000 tonnes de coton-graine attendues. Et puis la campagne pour la récolte du jatroufa et du moringa va également débuter bientôt. La physionomie des champs présente bien et les producteurs sont confiants. C'est le cas de ce promoteur dont les terres sont situées à 45 km de Ouagadougou. Draman Guéné et Nongba Kouda sont allés voir ces réalisations qui forcent l'admiration, images et commentaires. Sur l'empire du Larli-Naba Tigré, l'empire agro-silvo-pastoral. Première étape, Touéguin dans le Kourouego. 83 hectares exploités avec le système d'agroforesterie. Une forêt de 100 000 pieds de jatropha dans un champ de céréales. Un peu plus loin, à une trentaine de kilomètres, d'Apelogo. Des hectares à perte de vue. Ici aussi, c'est le même principe. Des rangées de moringa dans une exploitation agricole. L'ensemble de mes productions agricoles cette année s'élève à 122 hectares de culture
associées, de cultures vivrières associées au jatropha et au moringa. Si la saison pluvieuse se termine en demi-octobre, nous sommes sûrs que nous aurons plus de 200 tonnes de récolte en ces lieux. Donc nous nous préparons à finir le magasin de 250 tonnes pour abriter toutes nos récoltes. Le volet élevage touche aussi à tout. Ces 40 vaches de race Azawak produisent du lait. Dans la basse-cour, plus de 14 000 têtes de volailles de diverses espèces produisent 111 plaquettes d'œufs par jour. À travers les poules de chair, tous les 45 jours, nous avons quelque chose à vendre. Et pour les œufs, c'est tous les jours. Nous avons au quotidien, au minimum, une centaine de plateaux pour vendre en ville. C'est toute une chaîne industrielle car tout est transformé. Une usine de production d'huile de jatropha, un centre d'abattage d'animaux et ce centre de séchage de feuilles de moringa avec une capacité de 60 kg jour. L'ambition du Larlé Naba, c'est de créer un centre de formation agro-silvo-pastoral. Et puis on s'arrête sur cette trouvaille d'un jeune savant en burkinabé. Saga Silver, c'est son nom. Il vient de démontrer qu'il est possible de faire pleuvoir à n'importe quelle période de l'année. Son principe, tirer les masses d'air des océans vers les continents par un système de générateur aérosol, de sorte à envoyer la pluie toute l'année. On essaie de comprendre davantage avec Moukounda Biré et Mathias Drabo. Une deuxième saison pluvieuse est possible au Burkina Faso. C'est la conviction partagée par Salga Silver, étudiant en géographie. Silver dit avoir découvert un système de création basé sur l'équation de la théorie de l'univers changeant, dont il est lui-même auteur. Laquelle théorie s'appuie sur des formules mathématiques. J'ai nommé ce système Tensor Irrigation System ou TEN6 système. Et avec ça, on va juste, par un gigantesque appât atmosphérique, tirer les masses de vapeur d'eau au-dessus des océans jusqu'à l'intérieur des continents et par un système de générateurs d'aérosol, on va faire pleuvoir à n'importe quel moment, au temps voulu, sur tout point de la planète Terre. Il met en place un système qui permettra pour autant de contrer la montée du niveau de la mer causée par le réchauffement climatique. Le jeune scientifique soutient que ces changements climatiques ne doivent pas être vus négativement. Autant pour le Burkina, ou de faire arroser n'importe quel point du globe. Et là, j'appelle ça le MBM season, ou la saison fabriquée par l'homme. Au Burkina, par exemple, on pourra placer cette saison entre mi-janvier et fin mai, c'est-à-dire que notre saison sèche va se résumer peut-être à 4 mois. Et on aura 2 saisons pluvieuses. Et l'un des avantages de cette multiplication de saisons est sans doute la réduction de la période de la saison sèche au Burkina Faso. On en vient à présent à l'entretien de ce journal. Je reçois le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, M. Jacob Ouedraogo. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. Vous venez de suivre ce sujet sur ce jeune qui s'est dit inventeur de système. Votre réaction? Et je voudrais féliciter ce jeune pour l'ambition qu'il a de faire en sorte qu'il y ait au moins 2 saisons pluvieuses au Burkina Faso. Je l'apprécie très bien parce que c'est notre volonté aussi de faire en sorte que nous puissions maîtriser l'eau pour la production agricole. Et comme il le dit, ça, à partir d'une recherche scientifique qui peut le faire, je le salue. Je souhaite vivement que cela puisse se faire. Mais il n'a pas dit à peu près combien ça peut coûter une telle expérience au Burkina Faso, parce que le plus souvent, ce n'est pas des technologies qui nous manquent, c'est beaucoup plus les moyens, les ressources financières qui nous manquent pour mettre en œuvre certaines technologies. Tout comme d'ailleurs, il n'y a pas d'autres scientifiques qu'on a vu intervenir sur ce qu'il a pu découvrir. Oui, mais bon, il y a toujours un départ pour tout. S'il est l'innovateur pour ce dossier, nous ne pouvons que l'encourager à aller jusqu'au bout de sa recherche. Il veut faire pleuvoir toute l'année au Burkina, ce qui n'est pas sans déplaire aux producteurs. Et pour cette campagne agricole,
il y avait un certain nombre de prévisions de votre département, la campagne 2016-2017. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces objectifs? Oui, le 14 mai 2016, nous avons lancé la campagne agricole La Kaya. Et au lancement de cette campagne, nous avions comme prévision 4 700 000 tonnes de céréales que nous devions produire. Nous avions pour les productions de rente 1 400 000 tonnes pour ces productions de rente et le coton au centre qui fait 750 000 tonnes pour l'année 2016. Et aussi, nous avions prévu 235 000 tonnes pour les tubercules et 610 000 tonnes pour le niébé, qui est une des productions légumineuses que nous souhaitons promouvoir beaucoup dans ce pays-là. Oui, et vous avez fait le tour de certaines régions du Burkina et vous avez été dans les champs, on vous a vu dans plusieurs de nos images. Qu'est-ce que vous avez pu, à la fin, voir et qui peut autoriser aujourd'hui peut-être l'espoir, sinon peut-être le contraire? Oui, ce que nous avons vu est très édifiant parce que beaucoup de gens ont constaté, comme moi, que la saison, même si on n'est pas producteur, que la saison est bonne. Les pluies sont venues un peu en avance dans certaines régions parce que déjà dans le mois d'avril, on a eu quelques pluies et à partir du mois de juillet, tout a été régulé comme nous le souhaitions et la campagne est suffisamment bonne. Nous pensons que si elle se poursuit comme nous le voyons actuellement, nous savons que nous sommes en phase de maturation pour le stade phénologique de nos produits et nous pensons que si la campagne pluvieuse se poursuit de cette façon-là, nous allons atteindre les prévisions que nous avions faites en démarrage de campagne. Et donc il y aura à boire et à manger. S'il plaît à Dieu. Et le problème souvent, Monsieur le ministre, c'est qu'au sortir des récoltes souvent bonnes, les producteurs ne savent pas parfois que faire du trop-plein de récoltes pour certaines spéculations. Et donc ils ont tendance à brader le fruit de leurs efforts. Quel est le type d'accompagnement qu'on peut avoir pour les producteurs du Burkina dans ce sens? Et par rapport à cette question, effectivement, c'est un constat que nous avons fait et nous avons voulu que pour les productions, au moment des récoltes, que la société, la SONAGES puisse d'abord prendre sur le terrain les productions pour pouvoir les écouler en aidant les producteurs à avoir quelques ressources. Et nous avons aussi pensé à un autre système qui permette à ce que nous puissions mettre en place des magasins pour stocker ce surplus de récolte. Et ce système, nous l'appelons warrantage. Comment il fonctionne? Le warrantage permet que les producteurs qui ont eu suffisamment de récoltes ne les bradent pas au moment des récoltes. Nous les mettons en contact avec des systèmes de microfinance qui permettent à ce que ce qui a été en surplus qu'on peut vendre tout de suite, on le garde en stock dans le magasin. On va prendre un crédit qui équivaut au niveau du stock gardé et ce crédit vous permet de travailler et vous faire de l'argent. Au moment où les prix vont augmenter, c'est en ce moment qu'on peut vendre ces produits-là. On a doublement d'abord par le fait qu'on a travaillé et qu'on a pu, à partir des ressources qu'on a reçues de la microfinance, avoir un revenu et aussi reprendre ce stock qui a une valeur plus grande qu'au moment de la récolte. On les vend, on rembourse le crédit et le système reprend la bonne marche. Et ça permet quand même que les populations ne bradent pas les produits au moment des récoltes. Et donc votre département va insister sur ce système de warrantage? Oui, le système de warrantage a déjà fait ses preuves dans la plupart de nos régions. Je pense avoir conduit ce système dans la région de l'Est, où il y avait le projet, le PICOFA. Dans la région du Sud-Ouest, ça a été conduit. Dans la région du plateau central, ça a été conduit. Dans la plupart de nos régions, le système a été conduit et le ministère de l'Agriculture, pour accompagner les producteurs à ne pas brader les productions, nous mettons ce système en place pour vraiment accompagner, je dis, pour que ce ne soit pas une perte.
produire pour perdre, mais produire pour gagner. Tout à fait, produire pour gagner, et votre département également est dans cette perspective d'aider à la professionnalisation du secteur. Oui. Oui, la professionnalisation du secteur vient du fait que nous avons constaté que la plupart du temps, nous sommes dans l'agriculture familiale. Dans l'agriculture familiale, vous le constatez très bien que c'est des petits lopins de terre qui sont mis en place et que c'est le chef de famille qui est le responsable de la parcelle et les femmes et les jeunes viennent travailler dans son champ, il est le seul responsable. Alors, nous avons constaté à partir d'un certain moment qu'il faut responsabiliser beaucoup plus la jeunesse, responsabiliser les femmes. Et au niveau de la Journée nationale du paysan, nous avions dit la création de micro-entreprises pour les jeunes, ce qui fait de la création d'emplois. Et il faut aussi faire en sorte que ce ne soit plus l'agriculture familiale qui quand même a fait ses preuves parce qu'elle a toujours nourri nos populations. Nous allons l'accompagner, mais nous voulons aussi créer des emplois. Et pour ce faire, nous nous sommes dit qu'il faut beaucoup de formation. Il faut former les jeunes à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Il faut revisiter les curricula dans nos écoles de formation, les CPR, Matlekou, qui est quand même une très grande école de formation au niveau de l'agriculture. Donner les moyens aux jeunes, aux femmes de pouvoir produire. Vous savez que nous avons parlé de la création d'une banque agricole. C'est un souci pour le président, c'est un souci pour les producteurs. Et la société agricole attend fermement cela. Nous avons voulu qu'on puisse combiner beaucoup d'éléments pour permettre à ce que nous puissions booster l'agriculture. Et ces éléments, il faut d'abord commencer par les intrants de qualité. Les semences améliorées, et les engrais minéraux, les engrais organiques, pour permettre à ce que nous puissions faire en sorte que nos sols qui sont de plus en plus pauvres puissent être amendés et puissent vraiment donner le maximum de ce qu'ils peuvent donner. Donc beaucoup de perspectives pour beaucoup de le perspectives, secteur. effectivement. Il y a la mécanisation agricole qu'il ne faut pas oublier. Jusque-là, la plupart de nos producteurs travaillent à la daba, ce qui est très dommage. Nous devons évoluer, nous sommes au XXIe siècle et il faut faire avec les éléments modernes de production. Nous avons donné aux producteurs les plus pauvres les charrues pour leur permettre d'augmenter leur production. Nous avons donné des animaux de trait pour accompagner les charrues, ce qui fait que de plus en plus nous sommes en train d'aller vers une modernisation suffisante de notre agriculture. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être venu répondre à nos questions. Certainement qu'on se retrouvera en fin de campagne agricole pour célébrer certainement cette récolte intéressante pour le Burkina. Je le souhaite vivement parce que réellement, nous sommes dans une bonne perspective et je pense que nous allons faire de grandes fêtes pour célébrer ce succès. Merci pour votre disponibilité. Le collectif des organisations de la société civile de l'Est met la pression sur le gouvernement burkinabé pour reprendre dans les plus brefs délais la réhabilitation de la route Koupela-Fadan-Gourma, longue de 80 km. Un tronçon fortement dégradé. Et ce 24 septembre, les membres du collectif ont manifesté leur colère à travers une marche dans la ville de Fada. Le film de la manifestation avec Lambert Soma. Des trous comme ceux-ci, il en existe à profusion sur les 80 km qui relient Fadan-Gourma à Koupela, un axe que les usagers qualifient de parcours du combattant. Dans les rues de Fada, ces populations sont sorties crier leur ras-le-bol et demander la réhabilitation immédiate de ce tronçon. Aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à des nids de poules sur la voie, mais c'est plutôt à des mares d'hippopotames qu'on a sur la voie. Donc on ne peut pas attendre le dernier semestre de 2017 pour que cette voie-là soit réparée parce que nous souffrons énormément. Les malades qui sont référés vers Ouagadougou préfèrent plutôt aller à Tangueta au Bénin pour se faire soigner ou bien repartir attendre à la maison.
Selon les organisateurs de la marche, l'une des plus grandes sociétés de transport qui dessert Fada arrêtera de le faire à la fin de ce mois, ce qui aurait des conséquences désastreuses pour les populations. Et il hausse le ton. D'ores et déjà, si rien n'est fait, nous serons obligés d'intensifier la campagne d'explication, de sensibilisation, de manifestations grandioses et gigantesques de rue. Il faut qu'on amène le gouvernement là à se pencher le plus rapidement possible cette voie-là. Ça, c'est une question de vie ou de mort. En attendant une solution définitive, les usagers devront prendre leur mal en patience et parcourir les 80 km qui relient Fada et Kupela en au moins 2 heures de route. À l'étranger, qui va l'emporter? Qui va trébucher? La pression monte aux États-Unis avant le premier débat présidentiel ce lundi entre Donald Trump et Hillary Clinton. Un affrontement au sommet entre deux candidats aux antipodes qui se sont préparés différemment. Regardez. Dans un mois et demi, les Américains devront choisir. Hillary Clinton et Donald Trump continuent de jeter toutes leurs forces dans la bataille pour la présidentielle du 8 novembre. Et l'un des moments tant attendus de cette campagne aura lieu lundi avec le premier des 3 débats télévisés entre les 2 candidats à la Maison-Blanche. Le point sur cette campagne avec notre correspondant à Washington, Stéphane Grobet. Après un jour de repos pour préparer le débat de lundi prochain, Hillary Clinton poursuit sa campagne à Orlando, en Floride, ce mercredi, où un dernier sondage dans cet État lui donne 5 points d'avance sur son rival, alors qu'un dernier sondage national la place également en tête avec 50% d'intention de vote contre 45% pour Trump. Cela nous dit 2 choses. Premièrement, que Clinton a survécu à 2 dernières semaines très difficiles, et deuxièmement, que Trump ne dépasse pas pour l'heure la barre des 45-46% d'intention de vote en moyenne. Pour l'instant, la tendance est assez claire. Clinton est en tête. Par ailleurs, Trump s'est attiré quelques critiques en refusant de rencontrer le président ukrainien à New York. Kiev avait invité les 2 candidats, mais le républicain n'a pas pris la peine de répondre, offrant une autre opportunité à Clinton de présenter Trump comme un partisan de Poutine. Et puis pour refermer cette édition, la revue de presse des quotidiens de ce lundi, les journaux qui reviennent sur le bilan de l'insurrection de 2014 et du putsch manqué de septembre 2015. La revue de presse est signée Issa Lankwandé. Dans la querelle sur la paternité de l'insurrection populaire et du putsch, la CCVC siffle la fin de la récréation. Dans un panel tenu ce week-end sur le bilan et les acquis de ces événements, la coalition contre la vie chère donne sa lecture de la situation. Le peuple est le seul acteur, affirme la coalition dans les colonnes du quotidien d'État citoyen. Nous sommes au point zéro, fait remarquer le premier vice-président de la CCVC. Le système politico-administratif est resté, les attentes des populations sont toujours d'actualité. Pour les éditions Le Pays, cette guéguerre sur la paternité de l'insurrection et du putsch sonne comme une trahison du peuple. Ces aspirations sont restées en marge de la gouvernance actuelle, traduite par la mise à l'écart des paysans et des masses rurales, une soif de justice et de liberté inassouvie. L'insurrection n'est autre que la résultante d'une longue et harassante lutte contre l'impunité, dit-on dans l'Observateur Palga. Une victoire d'étape du peuple héros saluée par la coalition qui appelle à une prise de conscience collective, tout en interpellant le pouvoir sur les nombreuses attentes suscitées par les 10 événements. Une situation nationale qui préoccupe vivement le mouvement citoyen pour la Renaissance, si fait qu'il réclame la dissolution du gouvernement, informe aujourd'hui au Faso. Le quart doute des capacités du gouvernement actuel à répondre aux aspirations du peuple et appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale, peut-on lire dans notre temps. Pendant ce temps, la crise au sein du parti Le Parent a connu une fin heureuse. Dans une déclaration, les 2 principaux protagonistes ont choisi de tourner la page dans l'intérêt supérieur du parti. Ils ont décidé d'installer un comité de réconciliation et de préparation du prochain congrès, informe l'Observateur Palga et les éditions Le Pays. C'est tout pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.